Est-ce que tu as déjà ressenti ce vide créatif, cette absence totale d'inspiration qui te paralyse? Ce moment où tu arrives devant ton appareil photo, ta toile, ton écran d'ordinateur et rien ne vient, juste le néant. Si oui, tu dois savoir à quel point c'est frustrant, perturbant, voire inquiétant, surtout quand notre business dépend de notre créativité. Ça m'est déjà arrivé, et pas qu'une fois, et en tant que photographe, entrepreneur créatif, ça n'a pas été exactement les meilleurs moments du monde. Je me suis retrouvée bloquée, avec aucune idée, aucune motivation pour créer. Crickets. Du coup, plutôt que de me lamenter, j'ai choisi d'explorer, de comprendre pourquoi ma créativité disparaissait, mais surtout comment la faire revenir. Et parce que je suis plutôt sympa, je te partage tous mes apprentissages dans cette vidéo. On va discuter ensemble des 10 habitudes que tu peux inscrire dans ton quotidien pour booster ta créativité et ne plus perdre ton inspiration. Crois-moi, si tu es entrepreneur, créateur de contenu, artiste, artisan, bref, que ton métier dépend en partie de ta créativité, cette vidéo va t'intéresser. Et pour le coup, petit conseil d'amis, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière habitude risque de te surprendre. Comment j'en suis arrivée là? Tu vas voir, je pense que tu vas te reconnaître dans certains aspects. Pour moi, c'était un mélange de 3 facteurs. Le premier facteur, c'était la pression permanente de créer. Du contenu pour mes réseaux sociaux, des offres pour mes clients, des moodboards et des idées de shooting, des freebies, etc. Et à un moment, j'ai eu l'impression d'être un pauvre petit hamster qui était dans sa roue, qui tournait de plus en plus vite et de juste pas réussir à m'arrêter et de me prendre les pattes dans la roue et de commencer à tournebouler dans tous les sens. Bref, c'est très imagé cette histoire, mais c'est l'idée que ça m'a fait. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir cette pression de la création permanente en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu, en tant qu'artiste ou même artisan. C'est ultra néfaste pour la créativité parce que quand on est sous pression, notre créativité, elle s'effondre. En fait, notre capacité à générer de nouvelles idées s'effondre sous la pression, sous le stress. Donc, mécaniquement, plus on se met la pression, moins on est créatif. Le deuxième facteur qui, à mon sens, m'a pas aidé du tout, c'est la comparaison permanente. Sur les réseaux sociaux, t'as toujours moyen de voir des personnes qui font mieux que toi, qui ont des super idées, qui produisent du contenu ultra qualitatif, en permanence. Plus je regardais du contenu, plus j'avais l'impression que ce que les autres faisaient était mieux, donc plus je me limitais moi-même en me disant « Oh non, ça c'est pas assez bien », donc je ne créais plus. Et on en revient à cette notion de pression permanente. En fait, plus je remettais en cause mes propres créations, moins j'avais envie de créer. J'ai eu une période comme ça récemment, je sentais que je rentrais dans cette pression un peu permanente. Mais j'arrivais encore à créer, j'arrivais encore à trouver de la motivation, j'arrivais encore à trouver de l'inspiration, donc je me maintenais sur le fil, et puis je me suis cassé le pied. J'ai dû passer la plupart de mon temps allongée, parce que vraiment je pouvais pas mettre le pied par terre, même être assise me faisait mal, enfin c'était compliqué. J'ai dû passer quasiment 2 semaines allongée sur mon canapé. J'ai dû entièrement décaler 6 à 8 semaines de séances photo, je ne peux pas shooter sur un pied, je ne sais pas faire. Ok, parfait, je peux pas faire de photos, mais je vais en profiter pour créer du contenu, pour réfléchir à mes offres, pour imaginer de nouvelles choses, de nouveaux concepts, sauf que c'était impossible pour moi. C'est-à-dire que j'avais techniquement le temps de créer, ce que j'ai pas souvent en tant qu'entrepreneur, mais finalement ça venait plus, j'étais complètement cassée, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à faire preuve d'inspiration, j'arrivais plus à me motiver à créer. Et donc au moment où j'avais le temps, finalement j'avais plus l'envie, j'avais plus la créativité. Me casser le pied avait aussi cassé ma motivation. Plus j'essayais de me forcer, plus je me sentais bloquée. La bonne nouvelle, c'est que c'est revenu. Et que c'est revenu plutôt vite. Par contre, c'est pas revenu tout seul. J'ai dû mettre en place de manière intentionnelle un certain nombre d'actions, un certain nombre d'habitudes pour rebooster ma créativité et retrouver l'inspiration. Et c'est justement ces différentes habitudes, ces différentes actions que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que je pense qu'on est beaucoup à être confrontés à ça et que si j'ai vécu ça, je pense que d'autres entrepreneurs peuvent le vivre aussi. Si ça peut t'aider, you're welcome. On va voir ensemble les 10 habitudes concrètes que j'essaye d'implémenter dans mon quotidien et que je te conseille d'essayer si tu veux en faire de même. La première habitude est basique, mais finalement si peu mise en place quand on est entrepreneur. C'est d'apprendre à faire des pauses sans culpabilité pour recharger les batteries et en l'occurrence recharger ton cerveau. C'est ce que j'appelle le vide fertile. L'idée c'est juste de planifier délibérément des temps dans ton agenda pour ne rien faire. En fait, tu vas planifier ton absence de productivité. Tu vas bloquer du temps pour ne rien faire de particulier. Le plus simple du monde, c'est juste d'intégrer des mini-pauses dans ton agenda. Donc par exemple, si tu te cales des temps de focus de 3-4 heures, vraiment de focus intense sur un sujet, au bout de tes 3-4 heures, force-toi à faire une pause. Et quand je dis une pause, ça ne veut pas dire d'attraper ton téléphone et de scroller pendant 20-25 minutes sur Instagram. Ça ne compte pas. C'est pas une pause parce que ça ne repose pas ton cerveau. Il est encore plus stimulé. Non, moi je te parle vraiment d'une pause de 15-20 minutes minimum où tu vas débrancher ton cerveau. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'aller marcher
mais pas n'importe comment. Donc pas de podcast, pas d'appel téléphonique, potentiellement un peu de musique, mais plutôt de la musique instrumentale, un espèce de fond ambiant qui ne sollicite pas mon attention consciente. L'objectif, c'est vraiment de laisser mon cerveau divaguer tranquillement. Il y a plusieurs études qui ont montré que la marche augmente la créativité de 60% en moyenne. Quand je me suis fracturé le pied et que je pouvais plus marcher, ou quand je suis très occupée et du coup je prends pas le temps dans mes journées d'aller faire une petite pause en extérieur, je vois honnêtement tout de suite la différence. J'ai l'impression qu'il y a 45 000 trucs dans mon cerveau, j'ai l'impression de plus réussir à réfléchir et que toutes mes idées sont mauvaises. Et là je te parle de marche parce que c'est ce que moi j'arrive le plus simplement à intégrer dans mon quotidien, mais en fait c'est pareil pour toute activité qui serait non stimulante pour ton cerveau. Donc ça peut être de la nage, de la peinture, du jardinage potentiellement, si c'est quelque chose qui te permet vraiment de débrancher ton cerveau et d'être dans une activité qui est assez rythmique, manuelle. Et après ça n'empêche pas qu'il faut faire des vrais breaks, c'est-à-dire prendre des vacances. Oui, même quand on est entrepreneur, on peut prendre des vacances. Notre business n'est pas censé s'écrouler si on prend 5 à 10 jours off. Ou alors c'est qu'on a d'autres problèmes que de prendre des vacances. Tu peux déléguer, tu peux t'organiser en amont, il y a plein de manières de prendre des temps off quand on est entrepreneur et il n'y a pas vraiment d'excuse de ne pas le faire. C'est ultra bon pour ton cerveau, ça permet vraiment de débrancher. Personnellement, j'ai souvent mes meilleures idées quand je suis en vacances sur une plage en train de siroter des cocktails parce que c'est le moment où mon cerveau fait des connexions un peu inattendues, il se rappelle d'un truc auquel j'ai pensé il y a 3 mois, il fait le lien avec quelque chose que j'ai vu il y a 2 semaines et il fait « Hey, au fait, et si on faisait ça ?» Et sinon, même dans le quotidien, ça m'arrive de m'accorder ce que j'appelle les cheat days. Donc en gros, c'est des jours où je ne prévois rien, je ne produis rien, juste j'existe. Je fais juste des activités qui me font plaisir. Ça peut être lire quasiment toute la journée sous un plaid, ça peut être aller marcher, ça peut être faire un truc avec des copines, ça peut être jouer à des jeux vidéo toute la journée. Bref, juste exister pendant une journée et ne pas me mettre d'objectif, quel qu'il soit. Et ça fait vraiment tellement du bien à mon cerveau. Je pense que c'est vraiment cette notion du vide fertile qui m'a permis de retrouver l'inspiration, de retrouver la motivation, bref, de relancer la machine quand je me sentais pas forcément très bien il y a quelques semaines. J'ai repensé à une phrase que Lorelai disait à Rory dans Gilmore Girls, c'est au moment où elle se sépare de Dean pour les connaisseurs. Accepte de te morfondre, ça fait partie du processus. Si on adapte ça à notre créativité, on ne peut pas toujours être au top. On a des moments de down, on a des moments de doute, on a des moments de tristesse, et plutôt que de faire l'autruche, il faut juste les accepter, comprendre qu'ils font partie du processus, et que finalement c'est parfois dans ces moments-là que viennent tes meilleures idées de manière complètement inattendue. Dès que j'ai accepté de passer du temps improductif et ne pas me mettre la pression pour créer du contenu, ou pour créer quoi que ce soit d'ailleurs, spontanément, l'inspiration a commencé à revenir et c'est assez magique, mais ça s'explique complètement au niveau neurobiologique. Et si on appelle ça le vide fertile, c'est justement parce que c'est souvent à ces moments-là, qui sont a priori improductifs, qu'on a nos meilleures idées. Maintenant que tu sais créer des moments de vide fertile, il va falloir qu'on parle de comment capturer les idées qui naissent pendant ces moments de vide fertile. Tu me suis ? Je te conseille vraiment d'avoir un système en place pour capter les idées quand elles émergent, même au moment le plus incongru. Et je te conseille surtout de séparer entre tes temps de capture et tes temps de traitement des idées. Je m'explique. Notre cerveau, il n'est pas très doué pour gérer à la fois la génération des idées et leur traitement. Cette idée-là, c'est dans le livre de David Allen, Getting Things Done, que j'ai été introduite pour la première fois. Honnêtement, ça a changé ma vision de la productivité et ça, je pense, changer mon quotidien. David Allen conseille de mettre un système en 2 étapes. La première étape consiste à capter les idées quand elles arrivent, et donc avoir un système qui te permet de capter les idées. Le plus important, vraiment, c'est d'avoir un seul lieu de captation des idées. Donc on évite les post-it qui partent dans tous les sens, on évite d'avoir 4 carnets à la fois, on évite de noter sur un coin de table ou dans 3 applications différentes. Ce qui est le plus important dans le système proposé par David Allen, c'est vraiment d'avoir un seul espace de capture où tu sais que toutes tes idées sont là. Pas besoin de chercher dans 45 espaces différents, tu sais que si tu as une idée, elle est à tel endroit. En général, on va te conseiller d'utiliser plutôt des carnets et donc de le faire à l'écrit. Parce que la mémoire fonctionne mieux à l'écrit, déjà. Ensuite, parce que ça te permet de gribouiller, de faire des petits dessins, donc ça peut être cool pour ta créativité et pour faire marcher ton cerveau. Et enfin, parce que ça te permet de déconnecter des écrans, d'être moins dépendant des écrans. Donc en théorie, oui, le faire sur un carnet, c'est mieux. Sauf que personnellement, ça n'a jamais marché pour moi. Et pourtant, j'adore la papeterie, j'adore les beaux carnets, j'adore acheter des carnets. Le problème, c'est que je n'aime pas écrire dans des carnets. Le truc, c'est que l'objectif, c'est pas seulement de capter l'information quand elle arrive, quand tu y penses, mais, et on va le voir après, de la traiter. Donc de réussir à la traiter ensuite pour en faire quelque chose. Et le problème que j'avais avec les carnets, c'est que
J'oubliais ce que j'avais écrit dans mon carnet il y a 5, 10, 20 jours. Voire je faisais l'erreur d'avoir 2 carnets différents. J'ai rarement mon carnet sur moi quand je pars avec des copines par exemple. J'aurais dû, hein, mais c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Bref, ça marchait pas très bien pour moi. Je me suis rendu compte aussi que je pensais plus vite que je n'écrivais, et du coup des fois j'avais l'impression d'être limitée parce que je pensais à quelque chose, j'avais envie de le dire très vite. En fait, le temps que j'écrive, j'avais déjà, mon cerveau, il avait déjà passé 2-3 étapes. Bref, il y avait un truc qui marchait pas, et en tout cas ça ne correspondait pas avec la manière dont je réfléchissais. Maintenant, honnêtement, je vais au plus simple et j'utilise mon téléphone. Certes, je ne déconnecte pas des écrans, mais au moins je suis sûre d'avoir tout au même endroit. Concrètement, j'utilise 2 endroits où loguer les idées. La première, c'est Notion. J'ai mis en place sur ma page d'accueil de Notion, que j'ai répertorié aussi sur ma page d'accueil de mon iPhone, des boutons automatiques où en 2 clics, je peux créer une nouvelle idée qui va directement dans la bonne database, et ensuite je pourrais bien la traiter plus tard. Mais ça, on en reparlera juste après. Si c'est quelque chose de rapide, je note, je passe à autre chose et on n'en parle plus. Ça, c'est si j'ai une idée simple. Quelque chose qui ne demande pas vraiment d'explication, une idée de contenu, une idée de to-do, quelque chose auquel je pense, je le note et je passe à autre chose. Dans les cas où c'est une idée un peu plus complexe et donc je sens que j'ai besoin d'écrire un peu plus que juste 3-4 mots ou une ligne ou deux, dans ce cas-là, j'utilise une application qui s'appelle VoicePal, which is the app that me and my team have built to help make writing easier and more fun. C'est une application que j'ai testée un petit peu sans y croire, en me disant « Ok, je vais tester, on verra bien ». Ça me permet d'enregistrer soit en vocal, soit à l'écrit ma pensée, et vraiment de blablater, parfois pendant 5 minutes, 10 minutes. Je sors tout ce que j'ai en tête, et ce qui est super cool avec cette application, c'est qu'au-delà de prendre juste mon idée et de l'archiver, en fait elle me pose des questions. Une fois que j'ai enregistré mes premières idées, l'application va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces idées-là et me poser des questions pour apporter des compléments. Et en fait les questions sont assez pertinentes, ça va me demander des exemples concrets dans lesquels j'ai vécu cette situation, ça va me demander de développer une partie. Si sur le moment j'ai le temps, je sens que je suis inspirée, dans ce cas-là oui je le fais parce que je suis dans le flow. Parfois j'ai juste envie de enregistrer mon idée, et quand j'ai un peu de temps dans ma journée ou dans ma semaine, j'y reviens et là je vais un peu plus l'explorer, répondre aux questions, etc. Application qui fait maintenant partie de mon quotidien, que j'adore utiliser, et du coup je vais te glisser le lien en description si tu as envie de tester gratuitement pour voir un petit peu ce que ça donne et voir comment ça peut s'intégrer dans ton propre processus de capture d'idées. Maintenant qu'on a généré et capté l'idée, le plus important c'est de savoir comment la traiter. Et donc tu vas planifier un moment dans ta semaine ou dans ton mois, bref un moment que tu veux mais qui soit régulier, pendant lequel tu vas traiter toutes les idées que tu as générées en amont. Tu vas prendre toutes les idées que tu as générées, qui sont pour moi dans ma database Notion ou dans mon voice note, et tu vas les classer, les ranger au bon endroit. Est-ce que c'est une action, donc ça va dans ton application de gestion de projet? Est-ce que c'est une idée de contenu, donc ça va dans ton calendrier édito? Est-ce que c'est juste une réflexion sur tes offres, donc comment tu en crées quelque chose? Tu vas vraiment faire ce système de traitement de ton idée pour en faire quelque chose et ne pas juste la laisser traîner dans un coin de ta base de données. Moi j'avoue que j'ai un peu du mal à le faire de manière hebdomadaire, je pense que ce serait le mieux, mais j'ai du mal à m'ancrer cette habitude de manière hebdomadaire. Par contre, une fois par mois, quand je fais mon bilan mensuel, je prends le temps de revenir sur toutes les idées que j'ai générées et je vois si il m'en reste que je n'ai pas encore traité. Et si c'est le cas, je les traite, je les classe à ce moment-là. En fait, cette séparation entre captation et traitement des données, elle te permet de générer des idées sans cette peur constante de l'auto-évaluation et de l'autocritique. Parce que quand tu fais les deux en même temps, tu vas générer une idée et tout de suite tu vas te demander ok, est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je dois la mettre à tel endroit ou tel endroit? Est-ce que je dois mettre une tâche? Ça va générer de la pression et tu vas auto-critiquer, auto-juger ton idée. Alors que si tu sépares les deux, tu vas pas du tout être dans une phase de jugement de ton idée, donc tu vas générer librement tes idées, tu vas laisser libre cours à ta créativité, et ensuite, plus tard, viendra le temps de la critique et de l'évaluation. Une autre des pratiques qui a été, je pense, la plus transformatrice pour moi, c'est de prendre l'habitude de créer sans publier. Ça, c'est un peu le comble quand t'es créateur de contenu, quand t'es entrepreneur, quand t'es photographe, parce qu'il y a un espèce de truc qui s'installe où t'as l'impression que quand tu crées, il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Je vais quand même pas créer des photos et ne pas les publier sur Instagram, je veux dire, pourquoi? Et ben en fait, pourquoi? Parce que ça te libère complètement de ne pas te mettre d'objectif quelconque de publication. L'idée, c'est vraiment juste de retrouver le plaisir de créer pour soi. Par exemple, lors d'un week-end entre copines, j'ai laissé consciemment et difficilement l'appareil photo à la maison et je n'ai pris que des photos à l'iPhone. In fine, j'ai quand même fini par les partager parce que quelques mois après, j'étais contente de l'avoir faite et je trouvais ça plutôt intéressant de montrer qu'on pouvait aussi faire des belles photos à l'iPhone, mais sur le moment, vraiment, j'avais aucune pression, je ne pensais pas vraiment faire de photos. C'est juste que, bon, j'ai été rattrapée, il y avait des jolies choses à prendre en photo et donc j'ai pris des photos. Mais vraiment, j'avais aucun objectif, aucune envie à la base. Pareil, il y a 2 mois à peu près, il y avait la floraison des cerisiers du Japon à Paris et donc j'ai juste
décidé un après-midi d'aller me balader toute seule dans le 17e à la recherche des cerisiers du Japon et de juste faire des photos pour le plaisir de prendre des jolies photos. Et c'était super cool, c'était vraiment un beau moment passé entre moi et moi-même, un beau moment de créativité, un beau moment de poésie aussi, parce que c'est quand même trop beau la floraison des cerisiers. En fait, ces deux expériences, elles m'ont vraiment rappelé pourquoi j'aimais la photographie à la base, c'est-à-dire pour capturer des beaux moments du quotidien, pour capturer des temps de connexion, de partage, de fun, d'amour avec ma famille, avec mes proches, etc. C'est ça qui m'a amenée à la photographie à la base. Et quand on se donne pour objectif de créer du contenu et donc de faire quelque chose de productif de notre photographie, je trouve que tu perds un peu parfois ce côté personnel et passionnel avec ton art. Donc voilà, du coup ça m'a rappelé pourquoi j'aimais la photo. Et donc c'est important pour toi aussi, même si t'es pas photographe, de te créer des moments de créativité juste pour toi, juste pour le plaisir de créer. Donc concrètement, tu peux par exemple t'instaurer un Creative Day une fois par mois ou même une Creative Hour une fois par semaine. Soit tu peux renouer avec ta passion originale si tu as un métier créatif. Donc par exemple, si t'es copywriter, tu peux écrire ta propre nouvelle ou juste écrire pour le plaisir d'écrire, écrire des lettres à tes amis. Si t'es graphiste, peut-être que tu peux juste faire des illustrations qui te font plaisir, que tu as envie d'expérimenter. Et si t'es photographe, évidemment, tu peux juste créer pour le plaisir. Mais évidemment, tu peux aussi tester une activité complètement différente qui n'est pas du tout liée à ton business et qui te permet d'activer ton cerveau et de tester des choses créatives. Tout simplement, neurobiologiquement, ça permet à ton cerveau d'associer de nouveau l'acte de création au plaisir plutôt qu'à la pression, ce qui réactive la dopamine dans ton cerveau. Et si tu veux en savoir plus sur le lien entre les neurosciences et la créativité, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir. Une autre habitude qui est pour moi boosteuse de créativité, c'est d'instaurer une routine d'écriture. La plus célèbre, c'est les morning pages, donc les pages du matin, qui ont été popularisées par Julia Cameron dans son livre The Artist Way. Le principe, il est super simple, mais il est puissant, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, la première chose que tu dois faire dans ta journée, c'est prendre ton carnet et écrire 3 pages. L'idée, c'est pas de raconter ta journée de la veille, c'est juste de poser tout ce qui te passe sur la tête sans aucune autocensure, sans aucune réflexion, juste d'écrire ce qui te passe par la tête. C'est comme un drainage mental, une manière de vider ton cerveau pour laisser la place justement aux idées et à la créativité. Ce rituel, il a 3 bénéfices. Le premier, c'est d'activer ton cerveau en douceur, ce qui va du coup laisser la place à la créativité et à l'inspiration. Le deuxième, c'est d'évacuer tes inquiétudes, ce qui va te laisser de l'espace mental pour le reste. Et enfin, ça entraîne ta capacité à produire sans juger, j'en parlais juste avant, à produire sans juger, sans critiquer ce que tu produis à l'instant T. Évidemment, tu peux adapter ce rituel de la manière dont tu le souhaites, tu peux écrire, faire des notes vocales, tu peux dessiner, tu peux gribouiller, tu peux faire ce que tu veux. L'idée, c'est juste de vider ton cerveau comme première activité de la journée. L'important, c'est pas la manière dont tu le fais, c'est plus la régularité et l'intention de faire cette introspection et de faire ce vidage de cerveau. Moi, j'ai longtemps résisté à cette pratique, pas parce que je la trouvais pas intéressante, mais parce que je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas pour plusieurs raisons, déjà parce que j'ai une maladie chronique et que écrire manuellement me fait vite mal. Parfois, je peux écrire 20 lignes, parfois je peux en écrire 3. Au bout d'un moment, ma main se crispe, ça crampe, je peux à peine lâcher le stylo, je peux à peine écrire, bref, c'est douloureux. Et c'est quand même assez compliqué d'ancrer une habitude quand elle te provoque de la douleur physique. On va pas se mentir, c'est pas très agréable, surtout quand c'est le premier truc que t'es censé faire de ta journée. Ça te met pas exactement dans les bonnes dispositions, mais il y a à peu près 1 an, j'ai décidé de m'y remettre en adaptant le processus à mes capacités et à ce que moi je pouvais faire réellement. Du coup, j'ai adapté 2 choses. La première, c'est que je le fais sur iPad. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait moins mal d'écrire sur iPad. Peut-être parce que je peux zoomer un peu plus et donc je peux faire des mouvements un peu plus amples. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Donc, c'est plus simple pour moi de le faire sur iPad, d'écrire sur iPad. Ça me fait tout simplement moins mal. Et la deuxième, c'est que je me fixe pas d'objectif de page. Oui, techniquement, t'es censé écrire 3 pages. En fait, ça te force à écrire beaucoup et pas juste à noter 3 idées sur un bout de papier. Mais je me fixe pas d'objectif. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Quand j'ai plus d'idées, et bah j'arrête. Quand j'ai encore des idées, et bien je continue. C'est aussi simple que ça. On va pas commencer à se mettre de la pression pour un truc qui est censé te faire du bien mentalement. Les comptes sont pas bons. Donc je me mets pas de pression, je me mets pas de limite de page. Et en fait, depuis ce temps-là, je suis complètement tombée dans le journal digital. J'ai pris du temps pour me créer un format de journal digital qui me convienne. Donc là, je peux mettre des petits stickers, des couleurs, je peux traquer mon temps, je peux mettre mes petits rituels, etc. J'ai pris du temps pour personnaliser mon propre format de journal digital et maintenant j'adore le faire, c'est vraiment mon petit rituel du matin. Honnêtement, je le fais pas tous les jours, quand j'ai pas envie, c'est comme ça. Je suis pas forcément quelqu'un de très discipliné, mais par contre, je pense que je le fais au moins 4 à 5 jours par semaine.
parce que je sens que ça me fait du bien de vider mon cerveau et que ça me sert pour le reste de ma journée. Tout ça pour te dire que l'important, encore une fois, c'est pas le comment, c'est l'intention que tu vas y porter, la régularité que tu vas y mettre. Et donc à toi d'ancrer cette habitude dans ton quotidien pour vraiment en tirer tous les bénéfices. Bon, c'est un peu contre-productif parce que je suis en train de te faire cette vidéo assise, mais sache que le mouvement booste ta créativité. C'est vraiment un outil de déblocage créatif ultra puissant. L'activité physique, elle a un impact direct sur notre cerveau et sur notre créativité. Elle augmente le flux sanguin vers le cerveau. Elle favorise la production d'une protéine qui stimule la croissance des neurones et elle génère des endorphines qui sont donc liées au plaisir et qui améliorent notre humeur. Et heureusement pour moi, tu n'as pas besoin de courir un marathon pour avoir les bienfaits du mouvement. Même de petits mouvements au quotidien peuvent complètement faire la différence. J'ai parlé juste avant de la marche sans stimulation. Tu peux effectivement marcher, rien que ça, c'est un très bon mouvement. Tu peux aussi faire une courte séance de stretching, tu peux faire un peu de yoga, tu peux juste te lever et marcher dans ton salon. Moi personnellement ça m'arrive extrêmement souvent quand je réfléchis ou quand je suis au téléphone de faire des tours de mon salon parce que ça m'aide à réfléchir. Ou tu peux même tout simplement changer de position et t'étirer un petit peu quand tu es en train de changer de position à ton bureau. Ok, on va se faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusque-là, histoire de bien ancrer ces habitudes. La première habitude qu'on a vue, c'était de faire le vide fertile, donc de créer des moments d'improductivité consciente pour laisser ton esprit respirer et pour laisser les idées arriver. La deuxième habitude, c'était de séparer la captation de tes idées et le traitement de tes idées, déjà pour éviter l'autocritique et le jugement permanent, et donc derrière pour stimuler ta créativité, et tout ça en mettant en place les bons systèmes de captation et de traitement. La troisième habitude, c'est de créer sans publier, tout simplement pour retrouver le plaisir de la création. La quatrième habitude, c'est le journaling, ou de manière générale, écrire tes pensées, faire preuve d'introspection sur papier ou sur iPad si tu es comme moi. Et la cinquième habitude, c'est de bouger et d'utiliser le mouvement comme déblocage créatif. Maintenant, je te propose qu'on passe aux 5 prochaines habitudes. La sixième habitude est un petit peu différente, mais je la trouve ultra intéressante. Construis-toi ton musée intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ton musée intérieur, c'est une collection d'inspirations variées. L'idée, c'est vraiment juste de rassembler à un seul endroit tout ce qui va pouvoir t'inspirer au quotidien. Ça peut être des idées visuelles, des phrases, des citations, des objets, des livres, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment, va te faire tilt et va t'inspirer. L'erreur classique qu'on ferait, c'est de limiter ce musée intérieur à notre domaine d'activité, notamment quand on est un entrepreneur créatif. Par exemple, pour moi, en tant que photographe, ce ne serait de ne faire que des expos photos, de ne lire que des livres sur la photo, et de finalement de puiser mon inspiration uniquement chez les autres photographes. Ça, c'est une erreur parce que ça nous limite énormément et que ça nous ouvre pas à d'autres types de créativité. A l'inverse, ce que je conseille, c'est vraiment d'élargir l'horizon, d'élargir le champ des possibles et d'aller piocher ton inspiration un petit peu partout dans d'autres types d'art, dans d'autres types de pratiques, dans d'autres types de business. Personnellement, je vais dans des musées d'anthropologie, je vais dans des expositions de peinture, j'adore regarder des logos ou des identités visuelles sur Pinterest, je lis énormément, je me balade dans la nature, je regarde des films, je regarde des séries. Toutes ces sources d'inspiration-là, elles me nourrissent et elles me permettent de développer ma propre créativité et de développer mon propre art en tant que photographe. L'inspiration, elle est vraiment partout et les meilleures idées viennent souvent de la rencontre entre différentes bulles créatives. C'est ce que les chercheurs appellent la pensée combinatoire. C'est le fait de combiner différentes idées qui n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble, mais de les combiner pour en faire une nouvelle idée. Tu peux utiliser n'importe quel outil, tu peux utiliser Pinterest, qui est honnêtement le truc, je pense, le plus simple, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Tu peux aussi utiliser un croquis, un carnet, où tu vas venir coller des choses, même juste une boîte où tu vas imprimer des choses, rassembler des tickets de métro, des choses que tu as vues, etc. Personnellement, pour collecter ces sources d'inspiration au quotidien, je prends des photos. Quelle surprise! J'ai un dossier dans mon téléphone qui s'appelle Daily Inspi, dans lequel je rassemble toutes ces inspirations du quotidien, que ce soit une exposition photo, de la peinture, un graphisme que j'ai trouvé cool, etc. C'est là où je rassemble un petit peu tout ce qui m'inspire au quotidien. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Est-ce que ton premier réflexe quand tu te lèves le matin, c'est d'attraper ton téléphone et d'ouvrir Instagram? Si oui, déjà, tu n'es pas seul. On se sait, on se sait. Et ensuite, t'inquiète pas, on peut apprendre à faire différemment. Éloigner les écrans, c'est une habitude cruciale aujourd'hui. C'est vraiment ce qui nous permet d'éviter la surcharge cognitive. Les écrans, ils maintiennent notre cerveau dans un état d'alerte permanent et de traitement constant de l'information, et ça nous empêche d'atteindre l'état diffus du cerveau qui nous permet justement de nous reposer et donc de laisser émerger de nouvelles idées. Si tu te poses la question de ce qu'est l'état diffus, ça aussi j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le lien entre neurosciences et créativité. Encore une fois, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras aller voir juste après.
Concrètement, essaye d'instaurer des temps de détox digital dans ton quotidien. Ça peut être juste la première heure après le lever ou la dernière heure avant d'aller te coucher, idéalement les deux, mais ça peut être aussi de carrément de faire des jours de détox digital. Par exemple de dire ok bah tel jour toutes les semaines je ne regarde pas mon téléphone, ou alors tel jour toutes les semaines à minima je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Personnellement je crée très peu de contenu le samedi et dimanche. Je sais que c'est des jours où pour le coup ça peut bien performer, mais je sais que moi je serai pas active sur la plateforme. En général le week-end je suis avec des amis, je suis avec ma famille, et donc je ne vais pas publier du contenu et je vais pas forcément consommer du contenu. Encore une fois c'est loin d'être parfait, j'ai encore plein d'efforts à faire sur ce sujet-là parce que j'ai encore tendance des fois à attraper mon téléphone quand j'ai 1 minute et demie de pause, mais j'essaie de faire un effort conscient de réduire ce temps digital parce que je sais que c'est mauvais pour mon cerveau et que ça devient une espèce de béquille émotionnelle et que du coup je ne laisse pas mon cerveau respirer. La 8e habitude touche à notre environnement social. Pour booster ta créativité, entoure-toi des bonnes personnes. Notre cerveau il est profondément influencé par notre entourage. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, tu vas plus douter de toi-même, tu vas moins oser créer des choses parce que tu auras toujours la peur du jugement des autres. Mécaniquement, ça va impacter ta créativité. A l'inverse, être entouré de personnes bienveillantes, constructives, positives, qui expérimentent, qui testent de nouvelles choses, qui acceptent l'échec comme un apprentissage et qui surtout te tirent vers le haut et t'inspirent à t'améliorer continuellement sans avoir peur de leur jugement, ça c'est super précieux et ça peut complètement booster ta créativité. Ça signifie pas s'entourer que de béni oui-oui qui vont dire amen à tout et célébrer le moindre de tes trucs. Non, l'idée c'est pas d'éviter la critique constructive, c'est juste d'éviter les critiques infondées, les critiques qui sont juste des critiques parce que les gens ont peur, ils ont leurs propres blocages, ils ont leurs propres limitations et donc ils te les transmettent et ils t'empêchent de créer, ils t'empêchent de t'élever, ils t'empêchent de tester des nouvelles choses et de sortir de ta zone de confort. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est la beauté des réseaux sociaux, c'est que c'est beaucoup plus simple de trouver sa communauté. C'est beaucoup plus simple de trouver des gens qui partagent nos valeurs, nos envies, qui nous tirent vers le haut, qui nous inspirent, et donc de se créer un espèce de réseau personnel de personnes qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour notre créativité, qui nous donnent envie de nous dépasser, qui nous donnent envie de créer des nouvelles choses, qui nous soutiennent dans cette création. Et que ce soit de participer à des événements en présentiel ou en ligne, que ce soit de participer à des workshops, que ce soit de juste commenter sur des comptes de personnes qui t'inspirent, bref, tu peux très facilement te créer ta communauté de personnes bienveillantes, positives, enthousiastes, qui vont booster ta créativité. Pour moi, cette capacité à se créer sa communauté et à développer des liens sociaux forts, c'est vraiment toute la magie des réseaux sociaux. Je viens de parler du digital, mais l'espace physique dans lequel tu crées est aussi super important. Parce que ton cerveau associe les idées à l'endroit où tu les crées. Donc changer ton environnement peut littéralement déclencher des nouvelles connexions neuronales et débloquer ta créativité. Je sais pas pour toi, mais personnellement, quand il fait beau, c'est super compliqué pour moi de rester assise à mon bureau. Je suis un peu un tournesol. Quand il fait beau, j'ai envie d'être dehors et j'ai envie de profiter du soleil. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, oui, il fait beau à Paris. Oui, on a souvent du soleil. D'ailleurs, il fait très beau aujourd'hui. Et je suis en train d'enregistrer cette vidéo, mais ensuite, je pense que je vais sortir un petit peu pour profiter du soleil. Bref, tout ça pour dire que quand il fait beau, j'ai pas envie d'être enfermée dans mon bureau, tout volets fermés, j'ai plutôt envie de sortir profiter du soleil. Et à l'inverse, parfois j'ai pas du tout la motivation, j'ai la flemme complète de me mettre à travailler, et dans ces deux cas, plutôt que de lutter contre, plutôt que de me forcer, en fait je trouve une manière de me motiver en sortant de chez moi, juste en allant travailler en terrasse de café ou dans un café super cosy et cocooning. Bref, je trouve des manières de me motiver en changeant mon environnement. En changeant d'espace, j'ai l'impression de changer complètement de mindset. Je voyage aussi régulièrement pour le travail et à chaque fois ça me sort énormément de ma zone de confort et ça m'inspire beaucoup. Je me pose dans des cafés, dans des lobbies d'hôtels, je réserve des jolis hôtels. Le fait d'être dans un espace différent, j'ai l'impression que ma créativité est vraiment décuplée tout simplement parce que c'est un nouvel endroit et donc j'ai l'impression que c'est comme si mes papilles neuronales, ça veut rien dire, mais c'est comme si mes papilles neuronales étaient toutes en alerte en mode hey, on est à un nouvel endroit, on connaît pas, vas-y on se réactive, vas-y on se réveille et on regarde ce qu'il y a autour de nous et on voit ce que ça évoque. C'est un peu chelou, mais en vrai, c'est plus ou moins ça. Par contre, petite attention au confort et à l'esthétique, en tout cas si c'est important pour moi, je sais que j'ai besoin de mon petit confort. Donc ok pour bosser dans des cafés, par contre, je vais pas réaliser mes tâches les plus importantes ou les plus complexes dans des cafés, parce que pour ça, je travaille beaucoup mieux à mon bureau avec mon double écran, ma chaise ultra confortable, ma petite tasse de thé, bon ça je peux l'avoir aussi dans un café, mais bref, j'aime bien avoir mon petit confort pour les tâches les plus complexes. Par contre, je trouve que se poser dans un café ou dans un hôtel ou dans un train, etc., c'est top pour juste générer des idées, faire des petites tâches un peu basiques de fond, répondre à des mails, etc. En fait, c'est juste ça change
d'ambiance et du coup je trouve que ça décuple ta créativité, donc pour certaines tâches, franchement c'est pas mal. Quelques idées concrètes à tester, tu peux faire de la rotation des espaces. Par exemple, tu peux te dire que certaines pièces chez toi sont associées à certains types de tâches. Donc exemple, ton bureau c'est les tâches complexes de réflexion, de préparation, etc. Ton canapé c'est répondre à tes mails. Ta table de cuisine ça peut être lié à des réunions informelles, je ne sais pas. Bref, tu peux dédier chaque activité à un espace différent pour changer d'espace dans ton logement sans avoir à sortir de chez toi. Tu peux aussi tester le café crawling, nouvelle version du bar crawl, et juste te dire que toutes les semaines où tu passes une demi-journée dans un nouveau café, comme ça tu testes plein de nouveaux cafés autour de toi et tu étends ton champ d'horizon. Et enfin, la dernière habitude, je la trouve ultra intéressante parce qu'elle est un peu contre-intuitive. C'est un paradoxe fascinant, mais moins tu as d'options et plus tu deviens créatif. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la contrainte créative. Quand t'as trop de liberté, ton cerveau il est perdu parmi tous les choix qu'il a à sa disposition et du coup il n'arrive pas vraiment à se fixer sur un choix, il n'arrive pas à avancer, il est perdu dans un espèce de marasme créatif. Le fait d'avoir des contraintes volontaires, ça donne une direction à ton cerveau, une direction à ta créativité et donc cette créativité elle peut se lâcher dans un espace réduit et trouver des solutions vraiment innovantes dans un espace réduit. Personnellement je sais que je suis plus créative sous contrainte et c'est pas juste de la procrastination. Quand je me fixe des contraintes, ma créativité est décuplée. Je vais te partager plusieurs exemples de contraintes que j'intègre d'une manière plus ou moins consciente à mon quotidien d'entrepreneur et de photographe. La première, c'est les contraintes de temps, c'est quand tu vas te mettre une échéance pour finir une tâche, pour finir un projet. Exemple tout simple, je vais me dire, ce moodboard là, je vais l'avoir fait en 1 heure, ou alors mon calendrier éditorial, je vais me donner 2 heures. Ou alors, et là je te fais un petit teasing de la prochaine vidéo, tiens, et si je me donnais 2 jours pour créer tous mes contenus du mois? Ça peut être des contraintes de matériel aussi, par exemple d'utiliser qu'un certain type de matériel ou que ce que tu as à disposition dans ton bureau ou dans ton appartement. Un exemple concret, c'est quand je dois intégrer des objets spécifiques au shooting de mes clients. Exemple, pour une de mes clientes, elle était dans l'industrie automobile, mais on avait prévu de faire un shooting en studio et donc la question c'était comment intégrer le côté voiture dans un studio sous contrainte. Mon cerveau s'est dit mais si on achète des petites voitures pour les mettre sur un fond blanc et comme ça elles pourraient se poser devant le fond blanc puis ensuite on pourrait les mettre par terre et elles pourraient jouer avec un peu en mode ludique. Donc, bref, du coup j'ai acheté 2 ou 3 boîtes de petites voitures, des petites voitures en jouet là, et je les ai amenées sur le shooting et on a beaucoup rigolé avec ma cliente et avec son bras droit pour mettre toutes les petites voitures au mur. Ma cliente était ravie et je suis super contente du rendu des photos. Ça peut être une contrainte de couleur, donc par exemple de ne travailler qu'avec une couleur spécifiquement. Ça, en tant que photographe, en tant que directeur artistique, en tant que graphiste, tu es forcément familier de ça. Des fois, nos clients, ils ont des couleurs préférées ou des chartes graphiques déjà établies et donc tu intègres à ton shooting en tant que photographe des couleurs déjà prédéfinies pour que les photos et les vidéos que tu crées puissent s'insérer facilement dans la création de contenu de tes clients. Ça peut être une contrainte de format, donc par exemple écrire une histoire en 1 page maximum, créer un design qui tient dans un carré de X centimètres. En photo, ça pourrait par exemple être de me forcer à faire tout un reportage photo avec une seule focale fixe, une que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Par exemple, shooter tout un projet au 20 mm ou même au 30 mm, qui n'est pas forcément une focale de prédilection. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une contrainte de thème, créer quelque chose sur un thème spécifique. Ça, c'est un challenge que je propose de temps en temps à ma communauté de photographes. Je leur propose un thème et on se motive ensemble à créer des photos suivant ce thème. On a déjà fait la lumière et là récemment on a fait le minimalisme qui était super challengeant aussi. À chaque fois c'est challengeant honnêtement, mais je trouve que ça nous force vraiment à sortir de notre zone de confort et à expérimenter des nouvelles choses qu'on n'aurait pas forcément pris le temps d'expérimenter autrement. Et enfin la plus classique c'est la contrainte de budget, donc exemple créer quelque chose avec 0 €. Ça pareil, je l'intègre beaucoup dans mes shootings, mes clients ont des budgets plus ou moins élevés et donc en fonction de leur budget, on essaie de trouver des solutions qui fonctionnent. J'ai eu l'exemple avec un client qui est une marque de papeterie et de carterie. On avait envie de créer une ambiance Dolce Vita, très méditerranéenne, ultra ensoleillée, etc. Mais l'équipe est basée à Paris et on n'avait pas vraiment ni le budget ni le temps pour aller faire quelques jours de séminaire en Corse ou en Italie. Donc on a ramené l'Italie à Paris, on a pris d'assaut quasiment tout le premier étage de leur bureau à Paris pour installer une lumière, pour installer plein d'accessoires, pour mettre en place plein de scénographies différentes et du coup on a créé des photos qui sentent bon le soleil alors qu'elles ont été créées à Paris. Pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce que les contraintes elles vont éliminer la procrastination qui est liée à la peur de la page blanche. Au lieu de te demander qu'est-ce que je pourrais créer, tu vas te demander qu'est-ce que je peux créer là maintenant avec telle contrainte? Et du coup, ça va faciliter ton passage à l'action. Donc je te lance un petit défi, choisis une contrainte cette semaine et crée quelque chose avec ce que tu veux, que ce soit de ton domaine, de ton business ou pas du tout. Fais ce que tu veux, mais en tout cas,
crée quelque chose avec contrainte et tu verras ce que ça donne. De mon côté, j'ai vraiment envie de relancer les challenges photos entre photographes. Si tu es photographe, je t'invite à t'abonner à La Chambre Noire, qui est ma newsletter dédiée aux photographes. Comme ça, tu pourras rejoindre le prochain challenge photo quand je le lancerai. Ces 10 habitudes sont vraiment des atouts pour protéger ma créativité, pour booster mon inspiration, malgré mon quotidien effréné d'entrepreneur. Et elles ont été cruciales pour retrouver ma créativité après ma période difficile. De toi à moi, je ne les applique pas parfaitement tous les jours parce que c'est impossible et que ça aussi ce serait source d'énorme pression. Mais par contre, j'essaie de les implémenter de manière consciente dans mon quotidien et de vraiment en faire des rituels. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment rappeler un point important. Les périodes de baisse de motivation et d'absence d'inspiration sont complètement normales. Elles font partie du processus créatif. On ne peut pas être continuellement performant et productif, c'est tout bonnement impossible et honnêtement pas vraiment souhaitable non plus. Pourtant, c'est ce que la société attend de nous. Produire du contenu, produire de la valeur, on continue de manière infaillible. Et en tant que créateur de contenu, artiste, entrepreneur, on est particulièrement touché. Alors pour protéger ton inspiration face à cette course du toujours plus, mise sur des habitudes concrètes à intégrer dans ton quotidien. Mon expérience me l'a vraiment confirmé, c'est pas quand j'ai lutté contre l'absence de créativité qu'elle est revenue toute seule, c'est quand j'ai mis en place ces habitudes consciemment que petit à petit l'inspiration est revenue et que j'ai retrouvé l'envie de créer. Pour cultiver une créativité durable, il faut vraiment adopter une pensée long terme et ne pas se concentrer sur des gains immédiats. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette métaphore qui dit que la créativité n'est pas une ressource à exploiter, mais un jardin à cultiver. Et un jardin, ça a besoin de périodes de floraison intense, mais aussi de périodes de jachère, de calme, de repos, pour éclore à la fin. Ça m'intéresse de savoir quels sont toi tes propres rituels pour booster ta créativité. Comment est-ce que tu gères tes propres périodes de creux et de vide d'inspiration si t'en as eu? Partage-la en commentaire pour qu'on puisse ouvrir la discussion à tout le monde. Et si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites plus de contenu sur l'entrepreneuriat, la créativité, le développement personnel, la création de contenu, alors abonne-toi parce que je te prépare des choses ultra cool dans les semaines à venir. Merci infiniment de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!